bienvenue dans cette capsule où le rationnel côtoie l'irrationnel et où les techniques se confrontent à plusieurs mysticismes les mettant à l'épreuve. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. Les sciences du XXIe siècle, loin de contredire les croyances ancestrales, viennent en confirmer les narratifs. Cette recherche stimule notre sensibilité tout en ébranlant notre sens commun et nos préjugés. Durant ce parcours, nous allons relever des analogies entre les différentes constructions du vivant et nous découvrirons ensemble d'étonnantes tables de correspondance donnant naissance au concept de biocodex. Ces illustrations offriront à chacun la possibilité de parfaire une triple culture du corps, du cœur et de l'esprit. Ainsi nous partirons à la rencontre du prochain. Et nous vérifierons 3 hypothèses. À savoir qu'il existe un champ d'énergie unifié et imperceptible, imprégnant toute chose. Que l'infiniment grand et l'infiniment petit sont un continuum, et que dans leur insaisissable enchevêtrement est apparu l'être humain conscient d'occuper une place fragile dans l'univers. Ainsi d'étranges coïncidences et de curieux parallèles nous révèlent la transparence du monde, sa profondeur autant que son évidente beauté, car les lignes qui se forment lors de la collision des particules subatomiques dessinent en fait les codes de la création, restés jusqu'ici secrets. On peut aussi réaliser combien les maîtres de la tradition avaient tracé la voie et décrit avant nous ces arcanes. Formule que de nouveaux disciples empruntent aujourd'hui à la manière des alchimistes gréco-alexandrins de l'Égypte du début de notre ère. Sur les pas de Leucippe et Démocrite, philosophes de l'Antiquité, les physiciens contemporains ont démontré que la matière est composée de 12 grains indivisibles, les quarks et les leptons, ainsi que de 5 bosons jouant le rôle de vecteurs de force. Du microcosme au macrocosme, des schémas similaires se répètent à différentes échelles. Ces formes se reproduisent et se transforment en perdurant et en se métamorphosant. Des éléments gravitent autour d'un pôle d'attraction. De même pour la cellule, cette unité fondamentale de la biologie, son noyau est entouré d'une assemblée d'organites, le tout étant enveloppé par une membrane. C'est ainsi que naquit le mésocosme, aussi appelé maison de vie, ou sanctuaire du biocodex, dont le symbole est une rose rouge. Alors comment penser l'unité de la matière et de la conscience? Comment articuler l'intelligence humaine avec la lumière? En 1952, dans leur ouvrage intitulé « La synchronicité comme principe de relations acausales », le physicien Wolfgang Pauli et le psychanalyste Carl Gustav Jung ont déclaré que la psyché et la matière sont régies par des principes communs, neutres, qui ne sont pas en soi identifiables. Cela pourrait signifier qu'une part d'ombre et d'inconnu demeure au-delà et en deçà de la sphère des choses connaissables.
C'est ce que confirment l'astrophysique et la cosmologie en ce début de 3e millénaire, au sujet de l'énergie sombre et de la matière noire regroupée sous l'expression « nature transparente ». C'est elle qui compose la majeure partie de notre univers, et elle n'est pas perceptible. On peut la supposer unie, neutre, intemporelle, sans dimension et regorgeant de data pérennes. Mais revenons 5000 ans en arrière. À partir de gestes et de signes, une création originale et ingénieuse est née. L'écriture. Grâce à elle, Homo sapiens a éveillé sa conscience et sa mémoire. Après avoir maîtrisé le feu, découvert la thermodynamique au XIXe siècle et les prouesses de la physique quantique au XXe, Homo numericus a accédé à la cognition planétaire et à une forme d'omnipotence artificielle. Mais s'est-il pour autant réalisé ? S'est-il pacifié et réellement accompli ? Nous pouvons en douter. Cependant, quand l'art, les croyances et le raisonnement se fédèrent, un changement de paradigme semblable à une étincelle changerait-il l'aveuglement de l'ignorance en une intelligible illumination ? Tel est l'enseignement du secret et de la transmission de l'incommensurable. Les savants estiment qu'il leur reste presque tout à découvrir de l'univers. Les mystiques, quant à eux, disent que la majeure partie de la nature est inconnaissable et que c'est bien ainsi. Les artistes savent que l'imagination est un extraordinaire pouvoir de transformation du monde. Et tous sont convaincus qu'il existe une réalité autre et que les apparences ne sont qu'illusions. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre. La science parvient aujourd'hui à expliquer autour de 5% de ce qui constitue l'univers. Alors quid des 95% restants, tels que la matière noire, l'énergie sombre,
la lumière immobile et le son silencieux, énigmes rassemblées dans l'expression « nature transparente ». Car c'est elle qui compose la majeure partie de notre monde et elle n'est pas détectable. On peut l'imaginer unie, neutre, stable, non soumise au temps qui passe, sans dimension, et recelant les données des codes du vivant tels que les énonce le concept du biocodex. Bien des mages, des prêtres, des poètes et des artistes ont tenté d'en percer les mystères, sans pour autant parvenir à replacer l'être humain et sa corporalité au centre de leurs propositions. En articulant plusieurs disciplines, le présent exposé éclaire d'un jour nouveau les cosmogonies premières, autant que le modèle standard de la physique contemporaine, considérant que ces deux faces de la même réalité s'interpénètrent. Vieux de 4000 ans, les Védas sont des textes qui, selon la tradition, ont été révélés aux sages indiens. Ils contiennent des événements et des enseignements défiant la raison cartésienne. Au siècle dernier, avec l'avènement de la notion d'espace-temps et la théorie de la relativité générale d'Albert Einstein, notre perception du réel a évolué. Distances et durées sont devenues des champs d'interaction. Ainsi, une géométrie complexe, dynamique et élégante est née, révélant l'existence de structures identiques à différentes échelles de grandeur et des motifs invariants mis en évidence grâce aux outils de pointe que sont les fractales et les janales, rappelant les architectures sacrées des temples et des cathédrales. En élargissant leur application au domaine des énergies élevées et aux limites des objets mesurables, nous allons découvrir ensemble des territoires jusque-là interdits d'accès. Les éléments décrits en sanskrit par les traités antérieurs au bouddhisme témoignent d'une connaissance aboutie tant de la conscience et de la psyché que de la conformation des règnes du vivant, considérant ces différents phénomènes comme de multiples émanations d'un même principe régent et fondateur, le Brahman. On ne peut le définir qu'en énonçant ce qu'il n'est pas. Il est décrit comme omniprésent, infini, immatériel, insituable et à la base de tout. Des passerelles relient les doctrines secrètes du yoga tibétain et l'organisation du cosmos selon l'arbre des séphirotes de la Kabbale hébraïque. Et lorsque des domaines distants se rapprochent, lorsque des corpus de savoir s'entrechoquent, ne pourrait-on pas voir surgir des réponses aux questions actuelles ? Et nous constaterons alors, par exemple, la ressemblance entre le livre des mutations chinois, le Yi King écrit il y a 3000 ans, et le code génétique, étudié par William Bateson en 1905, puis par James Watson et Francis Crick en 1953.
Des passerelles existent aussi entre le système alphabétique de l'écriture et la logique algébrique de notre environnement informatique, fait d'une interminable succession de 0 et de 1, deux chiffres clés autour desquels dansent et parfois chancellent nos destinées. Ne pourrait-on pas apercevoir dans cette nuit humaine les clartés d'une aurore prochaine ? Mais le voyage semble long et les chemins tortueux et étroits en direction de cette autre réalité, de cette autre logique, de cet ailleurs attirant et changeant, de ces stations séduisantes qui nous entraînent jusqu'aux confins. Qu'adviendra-t-il sur les rives de l'océan cosmique? Et quand bien même chacun en saisirait les codes, qu'en ferait-il? Saurait-il en extraire la substantifique combinaison et à quelle fin destinerait-il ses trouvailles? Ici et maintenant se posent les bases du sens ultime de la quête. À chacune et chacun d'en décider, d'en dessiner, d'en destiner la suite ou la fuite, à la recherche de la bonté inconditionnelle et de l'éveil suprême. Car une autre réalité existe bel et bien. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. C'est immensément grand et c'est extrêmement petit, entre lesquels sont apparus les règnes du vivant puis les êtres humains, conscients de leurs conditions précaires et privilégiées au centre de la création. Dépositaire d'un savoir opératif et détentrice de moyens redoutables, l'humanité des temps modernes porte en elle les stigmates du pire comme les promesses du meilleur. Malgré l'utilisation par la société de mécanismes soumettant la nature et en dépit de la révolution hypertechnologique en cours, nous peinons à choisir nos priorités. En proie à un perfectionnement incessant des machines,
nous sommes démunis face à la domination progressive des intelligences artificielles telles que les agents conversationnels, le deep learning et les automatisations. Que reste-t-il de notre libre arbitre, de nos moments disponibles, submergés par un brouhaha d'informations et d'intox entremêlés? Comment alors ralentir le rythme et éclaircir l'horizon à venir? D'après le moine taoïste chinois Chuang-Tzu, qui vécut au IVe siècle avant notre ère, il n'y a aucune question à poser, aucune réponse à donner. Il suffit de regarder le spectacle de l'univers autour de soi jusqu'à apercevoir en soi la même magnificence, jusqu'à ressentir à l'intérieur de soi la grande source qui est au-dedans. Quelle est cette eau qui ruisselle? Cet écoulement changeant et permanent qui tantôt nous berce, tantôt nous inonde. Est-ce le flot de la conscience qui tout à la fois dirige nos pensées et nous trouble jusqu'à nous égarer? Est-ce le hasard qui a façonné la nature et conditionne à chaque instant la diversité de nos réactions? Faudrait-il pour autant s'en remettre au coup de dé des choix et des renoncements? Existe-t-il des codes universels régissant l'inerte et l'animé? Se manifeste-t-il seulement dans des dévoilements discrets? Ce que l'on ne sait pas à ce stade, c'est le pourquoi de cette organisation globale. Et ce que l'on ne sait même pas ne pas savoir, c'est quelle part d'inconnu règne en maint recoin du cosmos et aussi au tréfonds de soi-même. Existe-t-il en quelque endroit un secret inviolable et une martingale de la toute-puissance que l'on pourrait s'approprier? Des indices nous inclinent à penser que tout n'a pas encore été révélé à ce sujet. Et le fait que quelque chose existe plutôt que rien donne matière à espérer. Imaginons un plan de jeu se déployant à différentes échelles
tel un échiquier gigantesque en guise d'invitation au partage et à l'introspection. Quiconque gagne la partie repart avec un aller simple pour l'ailleurs. Vers où mène la quête du secret? Secret dont seule la mise en commun des fragments serait capable d'en restituer le sens intégral, tout en élargissant le champ de conscience de chacun. L'expérience du biocodex est une aventure intime et libre. À la croisée des possibles, il reste un défi crucial à relever: devenir maître de notre destinée collective sur une planète aux dimensions finies et dont l'écosystème est en péril. Bienvenue en quête de gnoses méconnues et de dimensions cachées à la frontière où se rejoignent les infinis. C'est immensément grand et c'est extrêmement petit, entre lesquels sont apparus les règnes du vivant puis les êtres humains, conscients de leurs conditions précaires et privilégiées au centre de la création. Nous sommes au nord-est du continent africain, le long du cours inférieur du fleuve Nil, il y a 3000 ans, lorsque l'écriture hiéroglyphique apparaît dans le royaume unifié par Narmer. Il porte la couronne du sud, la coiffe blanche des rois de Haute-Égypte, doublée de la couronne du nord, la coiffe rouge des rois du delta. Avec ce premier pharaon et les dynasties archaïques, l'art de la pierre de taille se développe, et avec lui les nécropoles, autour du temple de Thoth le Grand, langue de Ré, maître de la vibration primordiale à l'origine de toute la création. Il est le messager de la parole et le gardien de la cité des huit, Khéménou, où le clergé professe l'Ogdoad. Les 8 génies ont jailli des flots glacés, cet océan primordial ayant précédé l'existence du monde. Aux côtés de Thoth règne Maat, la déesse de l'harmonie, de l'équilibre et de la paix, représentée portant sur la tête une plume d'autruche verticale, ainsi qu'un pilier djed et un sceptre wash. Les éléments se sont enfuis des abysses et des abîmes, car l'eau traverse tout, l'air s'infiltre partout, le feu dévorant les terres. Selon le physicien quantique Richard Feynman,
il y a suffisamment d'énergie dans un seul mètre cube d'espace pour faire bouillir tous les océans du monde. Blaise Pascal ne disait-il pas déjà au XVIIe siècle que le vide tient le milieu entre le néant et la matière? Comment pourrait-on voir au-delà de l'horizon des événements cosmiques? Ne suffirait-il pas de plonger au-dedans de nous-mêmes, dans les soubassements de notre intimité, et d'ouvrir des portails? Et qui verrait-on, sinon un flux intérieur ruisselant en silence? Ce flot d'humeur et d'émotions transporterait-il à notre insu quelque information pouvant nous être utile? Nous nous posons tellement de questions sur les tenants et les aboutissants, sur les pourquoi, sur les comment, sur l'origine comme sur la fin d'une histoire commune. Le poète Mahmoud Shabestari, né en 1287 à Shabestar, une ville d'Azerbaïdjan oriental, aujourd'hui en Iran, nous livrait son sentiment dans un écrit intitulé « La roseraie du mystère ». Sache que le monde tout entier est un miroir. Dans chaque atome se trouve 100 soleils flamboyants. Si tu fends le cœur d'une seule goutte d'eau, il en émerge 100 purs océans. Si tu examines chaque grain de poussière, 1000 Adams peuvent y être découverts. Un univers est caché dans une graine de millet. Tout est rassemblé dans le point du présent. De chaque point de ce cercle sont tirés des milliers de formes. Chaque point dans sa rotation en cercle est tantôt un cercle, tantôt une circonférence qui tourne. Que cache donc la quiétude des refuges d'altitude et la solennité des salles de prière au cœur des vastitudes? Pourrait-on rester insensible aux perfections qui se dévoilent sur la voie de l'admiration et de la contemplation des sommets? Rester insensible à la rusticité immémoriale de ces peuples empreints de compassion et de sollicitude envers des pèlerins surgis du hasard? Mais qu'irions-nous faire en ces contrées lointaines? La piété des humbles est faite de gestes simples. Une salutation, une invitation, faire tourner un moulin à prière, déposer une offrande, répéter inlassablement un mantra et disposer de petits drapeaux, ces chevaux de vent en guirlande, paradoxaux symboles de ligature et de liberté, promesse de la libération future du cycle des naissances et des renaissances. Albert Einstein s'exprimait ainsi: « Quand je lis la Bhagavad Gita, le chant du bienheureux, écrit il y a des milliers d'années, et que je réfléchis à la manière dont cet univers a été créé, tout le reste semble superflu. Je maintiens que le sentiment religieux cosmique est le motif le plus puissant et le plus noble de la recherche scientifique. » Les nouvelles générations le constatent. La quantité d'infos comme d'intox ne cesse d'augmenter sur les supports analogiques comme sur le substrat digital, dans les médias électromagnétiques et hertziens comme sur les réseaux du web. Et les capacités de stockage des données circulantes sont sur le point d'atteindre leur absolue limite. Qu'elle soit logicielle, dans le cloud, en network, en mode objet, en mode fichier ou en mode bloc, la sauvegarde et la circulation des mégadonnées et des métadonnées, que l'on connaît mieux sous le nom de Big Data, sont un enjeu majeur pour les années à venir.
Des émotions nous traversent depuis l'enfance. Elles pénètrent tout, se nichent au cœur de la matière et aussi de la lumière. Des pics de photons nous assaillent et nous enduisent d'une poussière d'or translucide, de vibrations que l'on nomme data. Ces informations ont pour origine le macrocosme et le microcosme, c'est en cela que nous baignons en permanence dans un océan d'énergie subtile sans même nous en apercevoir. Ainsi, le corps humain est comparable par de nombreux aspects à un temple énergétique cosmique. C'est ici qu'entre en scène le névrax, notre système nerveux central et périphérique, venant compléter et coordonner le travail des fonctions vitales. Tout au long de nos membres, de nos organes et de notre squelette axial, existe un réseau de câbles et de circuits électrochimiques magnétiques transmettant des influx sensitifs et moteurs. Au terme de centaines de milliers d'années d'évolution de Sapiens, sont apparus la mémorisation, le langage, l'anticipation, l'écriture, la lecture, le raisonnement et l'imagination comme autant de facultés supérieures propres à notre espèce, couronnées par l'apparition de la conscience du temps, des valeurs d'entraide et du désir de liberté. Nous pouvons aujourd'hui voir fonctionner le cerveau en temps réel et en réalité augmentée, en biofeedback, en feedforward et en biomiroir grâce à l'IRM fonctionnel, aux potentiels évoqués, à la magnétoencéphalographie et aux électrodes intracrâniennes. Les interfaces machines et logiciels sont prometteuses au regard des effets thérapeutiques de tels entraînements.
Mais les questions fusent au sujet de la pluralité des manifestations de la conscience. Est-elle personnelle ou globale? Est-elle intérieure ou extérieure, bridée par les cultures locales, ou est-elle libre par nature? Citons le physicien germano-américain Henri Margenau dans son ouvrage Le miracle de l'existence, paru en 1984. On peut considérer l'esprit comme un champ au sens que revêt ce mot en physique quantique, c'est-à-dire de nature non matérielle. Ce avec quoi il présente l'analogie la plus proche, c'est peut-être un champ de probabilité ne possédant ni masse ni énergie. Et le prix Nobel de physique 1964, Sir John Eccles, de rajouter « Ce champ peut cependant, dans un microsite, causer une action qui a des effets, et c'est ainsi que les animaux que nous sommes devinrent conscients. » Cela nous ramène à la naissance de l'univers, il y a 13,7 milliards d'années, lorsque naquit ce qui nous constitue, à une période lointaine, très lointaine, que la cosmologie ne permet plus de décrire, mais que nous révèlent cependant les traditions au travers de poèmes et de chants de louanges. Tel l'Isha Upanishad, hymne védique, écrite en sanskrit il y a 3000 ans, dans laquelle on peut lire au 4e verset « Le un sans bouger est plus rapide que la pensée. Les dieux ne l'ont pas atteint lorsqu'il s'élança devant eux. Immobile, il dépasse les autres qui courent. Il est le maître de la vitalité. » Et au 5e verset, « Il se meut et il ne se meut pas. Il est au loin et pareillement près. Il est au-dedans de tout ce qui est, et de tout ce qui est, il est au dehors. » Nous traduirons en langage moderne qu'à ce stade, des fissures interdimensionnelles existent, à l'image de successions de chiffres qui défilent et définissent les constantes de l'astrophysique, via les longues suites numériques dont les aléas imposent des limites à notre rationalité. Dans ces chaînes de décimales, où se cachent tant de structures, des séries complexes et des combinatoires sont à l'œuvre, comme autant de paradoxaux témoignages d'une intangibilité infinie et voilée, déjà enceinte de toutes ces productions futures, dont celles qui nous conditionnent. Le commentaire du Yoga Sutra explique que la pensée coule dans deux directions, celle de la vertu et celle du vice. Avec cette immersion dans la zone où se confondent la conscience et la matière, des niveaux de plus en plus intriqués apparaissent. Ils sont eux-mêmes liés de façon ingénieuse à des plans englobants, enchâssés les uns dans les autres, chaque partie étant à la fois indépendante et reliée au tout, autonome et assignée à l'ensemble par de subtiles rétroactions. Ainsi, notre cerveau, avec ses 100 milliards de neurones et ses 10 000 milliards de connexions par centimètre cube, gère un flux d'énergie ouvrant les portes de l'incommensurable en direction de notre organe clé, qu'est le cœur, celui que la philosophie soufie nomme Qalb et qui tient une place centrale. Nous remarquons ici que les 3 consonnes, en anagramme, correspondent au mot Kabbalah, désignant la science sacrée hébraïque. Le cœur, centre du corps par excellence, est une roue suprême animant les passions autant que les intellections, nourrissant les sentiments autant que les décisions, s'alimentant lui-même à la source de l'inépuisable Brahman, dont il est la demeure et la corde qui lie et qui délie, ainsi que la rose rouge épanouie,
dans le treillis qui relie les deux facettes du miroir du réel. Qu'y a-t-il de plus fort que les liens du cœur, que les cordes du cœur qui nous tiennent et nous retiennent? Chaque être miroite une part infinie d'univers. Univers, un mot, singulier et pluriel. Depuis le Big Bang jusqu'au Web, on compte 8 métamorphoses du réel qui se sont succédées en se superposant sur 13,7 milliards d'années. Jadis, les chamans ont proclamé que la réalité est une illusion. Illusion que les rishis des Indes appellent Maya, et que les Égyptiens ont figuré captive dans une croix ancée nommée Ankh. Porteuse de l'énergie vitale, cette clé est semblable à une ligature sertissant le miroir de nos perceptions et de nos sentiments. En Orient comme en Occident, les mystiques évoquent un parfum originel capable de dissiper le voile des apparences. Les gnostiques, en quête de vérité, pensent que notre environnement se compose de différents plans qui s'interpénètrent. À notre insu se déroule dans notre corps l'incroyable scénario de l'évolution et de l'adaptation. Implacable, œuvrant de toute éternité, nous allons maintenant découvrir l'indestructible logiciel de vie qui nous a fait naître et qui nous conditionne. Une question essentielle demeure. À quel moment est advenue la conscience? La neurobiologie l'associe au genre Homo. Les maîtres du Tibet ancien, quant à eux, rapportent que le Bouddha primordial, Samantabhadra, détient en lui-même depuis toujours l'essence du cœur de tous les éveillés, eux aussi des Bouddhas, donnant accès à un état permanent et intraduisible, assimilé à une parfaite complétude. L'état de Dzogchen. Union de la vacuité et de la transparence, ce terme englobe les 8 étapes de notre genèse et les résume en la sentence commutative et circulaire du Vedanta. Tat Twam Asi, qui se traduit par l'absolu est de même nature que toi. Tu es de même nature que l'absolu. Pénétrons plus avant les arcanes du Hatha Yoga, de ce yoga extraordinaire. Deux mandalas figurent la dimension ésotérique de cette initiation. Le mandala du monde de la matrice, reflétant le corps de l'extase en pleine vacuité, et le mandala du monde du diamant, qui contient 1461 déités, représentant les degrés de l'épanouissement en pleine transparence. Mais revenons aux 8 phases charnières qui sont les véritables supports architecturés, hébergeant le software des codes du vivant.
Que signifient les glyphes à déchiffrer de cette langue crépusculaire dans laquelle sont écrits les textes tantriques? Tel est le nom sanskrit du codage de ces termes, de ces trésors cachés et documents dissimulés depuis des temps immémoriaux dans les grottes, les vallées et les monastères du toit du monde. Détiendrait-il une part inconnue de nous-mêmes? Et comment les traduire? compréhension du monde ne cesse de s'approfondir à l'aube du troisième millénaire. L'aspect quantique de la matière, de la lumière et de la conscience se confirme. Une énergie structurante pénètre par paquets les différentes échelles de notre espace-temps. Ainsi, un véritable logiciel de vie est à l'œuvre, traversant simultanément les 8 supports architecturés du réel que sont la cosmogenèse, la nucléosynthèse, la galactogenèse,
l'organosynthèse, l'hominisation, la domestication, la civilisation et la globalisation. Depuis l'Antiquité, des arpenteurs de l'extrême parcourent les terres et les mers à la recherche de nouveaux trésors, de nouvelles richesses et de nouveaux territoires. En 500 avant notre ère, sur les pas du savant grec Pythagore, puis de Claude Ptolémée vers l'an 100 en Haute-Égypte, les savoirs se sont développés. À la suite des navigateurs tels Marco Polo au XIIIe siècle, Vasco de Gama au XVe et Fernando de Magellan au XVIe, des aventuriers intrépides, aujourd'hui encore, explorent des contrées sauvages et des régions inconnues. De ces voyages horizontaux d'un continent à l'autre, à la croisée de philosophies distinctes, émerge la grandeur de notre humanité commune. Il y a 4000 ans, dans la Perse ancienne devenue l'Iran, des poèmes mantras en langue avestique proche du sanskrit ont rapporté l'existence d'un créateur nommé Ahura Mazda, le suprême, et d'un prophète du nom de Zarathustra, Zoroastre, ici en entretien avec Ptolémée, peint en 1509 par Raffaello Sanzio, dit Raphaël. Le livre qui rapporte ces enseignements est l'Avesta, qui signifie éloge. Selon cette compilation empreinte de zones d'ombre, notre univers aurait été conçu parfaitement ordonné, mais incomplètement réalisé. Il reviendrait donc aux créatures qui en sont issues, notamment aux humains, de le parfaire, de le perfectionner, afin d'accomplir et de parachever le dessein complet de Mazda. Si, comme l'a affirmé Galilée, le grand livre de la nature est écrit avec l'alphabet de la géométrie, il est aussi vrai que l'enjeu des temps présents est de parvenir à mesurer nos propres limites en s'efforçant de maîtriser nos forces comme nos faiblesses. La lutte millénaire contre les affres des environnements extérieurs fut la première étape. La seconde est résolument de réussir à dompter les puissances intérieures et transcendantes qui nous habitent et parfois nous hantent. Dans un océan de flux d'informations, se sont glissées des erreurs, mais la nature étant perfectible, il revient à chacun de répondre à l'appel et de partir en mission. En quête de Janaka, ces cartes holographiques dotées de tables de correspondance précautionneusement gardées dans la médiathèque sans âge Tongpanihid de Dawa Zangpo, le premier roi de Shambhala. Au sein de la vacuité translucide résident les 37 éléments de l'éveil, parcelles inaugurales à la base de toute transmission, de toute transition. Les mystiques le savent. Les âmes transparentes vont et viennent librement à travers la matière rigide. Sous Djéser, la première pyramide à degrés, bâtie il y a 4600 ans, des appartements souterrains abritaient déjà des ensembles de stèles en fausses portes garnies de faïences vernissées de bleu profond. Par la suite, apparurent des stèles pancartes en fausses portes également, en amorce de chapelle, en façade de tombe, possédant de surcroît une mince fente sculptée en bas au centre en guise de passage entre la sphère des morts
et celle des vivants, nous renvoyant aux signes laissés par les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique sur les parois des grottes. Citons le mathématicien français Alain Connes, médaillé Fields en 1982 et médaille d'or du CNRS en 2004. Derrière l'apparence arbitraire du monde qui nous entoure, il y a des choses incroyablement simples qui le régissent. La chimie, l'itération. Il y a une manière de comprendre le monde autrement qui, au lieu d'être un chaos, est quelque chose de beaucoup plus structuré, mais structuré par les mathématiques. Même si les noms diffèrent, elles sont un langage fondamental de la nature et elles lui préexistent. De même, quand Watson et Crick ont trouvé la structure en double hélice de l'ADN, ils ne l'ont pas inventée, mais l'ont découverte et cette réalité préexistait à eux. Nous découvrons comme un explorateur va découvrir quelque chose, cet explorateur ayant un libre arbitre, pouvant aller à tel ou tel endroit, ce qui fait croire à des gens que c'est comme l'art. Mais non, ce n'est pas de l'art, c'est de l'exploration, et c'est une exploration d'autant plus réelle que cette réalité résiste. Nous inventons sans cesse des outils conceptuels pour percevoir un réel au-delà et en deçà du réel tangible, à la recherche du fondement, de l'unifiant et du préexistant, à la recherche de l'intelligence hors norme, celle qui atteint l'autre côté de la rivière de façon pure et spontanée, coupant en un éclair à travers l'opacité et la solidité, et regardant les cieux en transparence. Telle est la pratique de la claire lumière et du Hatha Yoga. Face au théâtre vertigineux des manifestations de la nature, des cataclysmes et des soubresauts du réel, le Mahabharata, livre sacré de l'Inde dont tout Indien connaît l'histoire, relate des épopées originelles nous projetant plusieurs millénaires en arrière. Ce plus long et plus ancien poème de l'humanité, initialement intitulé Jaya, la victoire, rapporte la confrontation permanente entre la famille des Ashura, les opaques, et celle des Devata, les transparents. Dans le premier chant de la création, en sa troisième partie, au chapitre 13, versets 49 et 50, on peut lire « Et voilà le Seigneur suprême, Ishvara, Shri Krishna, descendu sur terre sous la forme du temps dévastateur,
pour effacer les uns et soutenir les autres. D'après l'érudit Sri Aurobindo, né à Calcutta en 1872, la conscience de l'énergie divine s'éprouve et s'apprécie au jour le jour. Toute existence est une expression de Brahman, et ce qui est au-dedans et à l'extérieur de nous est aussi Brahman. Ainsi sont définis les divertissements inconcevables de Krishna et de sa compagne Radha, entourés des gopis, ces jeunes gardiennes de vaches qui dansent au son des mélodies enchanteresses de la flûte traversière de ce vacher, au teint bleu-noir, vêtu de couleurs vives, intimant respect, admiration et dévotion. Mais d'où viennent ces êtres qui apparaissent et disparaissent en un éclair, recevant des offrandes de la part des dévots et les leur restituant dans l'instant sous toute forme de prodigalités et de grâce? Et par quel procédé les parures et les agréments offerts à ces divinités se reflètent-ils immédiatement dans l'intimité des disciples? Dans la forêt de Vrindavan, des millions de fidèles acclament le soleil et contemplent sa puissance, car ils sont tout pour lui et il est tout pour eux. Comment rejoindre les terres qui s'étendent de l'autre côté? Comment atteindre une frontière qui recule sans cesse? Comment parvenir au royaume dissimulé derrière les nuages? Les traditions himalayennes nous parlent d'une cité d'amour et de connaissance absolue, mais dont l'accès ne semble pas systématique, puisque seuls quelques-uns parviendraient jusqu'à ces lieux idylliques. Pour d'autres, ce territoire oublié se situerait dans une dimension parallèle, accessible au terme d'un cheminement initiatique qui autoriserait le voyageur à emprunter, ou non, certains passages secrets. À l'image d'un pont reliant notre univers à un autre, les régents de la contrée interdite y auraient sauvegardé un savoir primordial, inné et chamanique, perdurant de toute éternité, par-delà les notions de temps et d'espace, de matérialité et de spiritualité, d'opacité et de transparence. Appelée Antarishka, Prakriti ou Srishti, cette région médiane contiendrait la substance non encore évoluée de la nature, présidente à l'émergence des univers à leur état embryonnaire, en présence de son excellence Kuntu Zangpo, l'éveillé parmi les éveillés, gardien de la créativité et de la parfaite complétude. Les pèlerins s'élancent à la recherche du prieuré céleste et du doyenné galactique. Ils sont peuplés d'avatars dispensateurs de l'apaisement profond et de la félicité astrale. Ils avancent en quête de l'union mystique, utilisant l'amour terrestre comme une voie d'accès au divin et se servant de la beauté de leurs êtres de chair, telle une préfiguration de la splendeur incommensurable des énergies portées par les couples Krishna et Radha, puis Majnun et Leila, dont l'antique légende populaire arabe nous conte les premières étreintes, puis les impossibles retrouvailles, allégorie poignante de l'appel de l'Éternel autant que des épreuves du désespoir et de la folie, toutes deux vécues sous la forme d'extase, puis d'énigmes laissées sans réponse. Le maître soufi Jalal al-Din Rumi, né en 1207 à Balkh, actuel Afghanistan, lui aussi s'interroge dans son principal poème mystique Masnavi. Comment connaître l'essence cachée de l'unique? Comment pénétrer l'autre côté du cosmos? Une réponse vient. S'asseoir devant lui en silence,
et faire de la patience une échelle pour monter plus haut. Et si dans cette attente jaillit un discours dépassant joie et chagrin, apprendre à en sonder les profondeurs par la communion des cœurs. Ce récit aurait-il inspiré l'union du roi et de la reine du grand œuvre alchimique présenté dans le Rosarium Philosophorum, ce manuscrit du XVIe siècle conservé dans la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall en Suisse, ou encore la Fontaine des amoureux de science publiée à Francfort en Allemagne en 1618. L'opération centrale de l'art d'amour consiste à glorifier la nature en l'aidant et en lui permettant de réaliser l'union des contraires. Concepts contraires tels le tout et le rien, le zéro et le un, le continu et le discontinu, ou encore l'apparence classique du quotidien face à la dimension quantique de la réalité. Ce processus de fusion des échelles subtiles du réel trouve son aboutissement dans l'union totale des corps, des esprits et des âmes qui, dans le roman courtois médiéval de Tristan et Iseult, garantit aux amants le triomphe sur la mort. Ami, ferme tes bras et accole-moi si étroitement que dans cet embrassement, nos deux cœurs se rompent et nos âmes s'en aillent. Emmène-moi au pays fortuné dont tu parlais jadis, au pays dont nul ne retourne, où des musiciens insignes chantent des chants sans fin. Emmène-moi. Oui, je t'emmènerai au pays des vivants. Le temps approche. N'avons-nous pas bu déjà toute misère et toute joie? Mais la fatalité advint. Lors le roi Marc, sur la tombe d'Iseult la blonde, planta un buisson de roses rouges et sur celle de Tristan le preux, un cep de nobles vignes. Les deux arbustes grandirent ensemble et leurs rameaux se mêlèrent si étroitement qu'il fut à jamais impossible de les séparer. Chaque fois qu'ils étaient taillés, ils repoussaient de plus belle et confondaient leur feuillage. Ici finit le roman de Tristan et Iseult. Davantage qu'un art, la musique et les émotions qui l'accompagnent sont un formidable moyen de transport. La musique scande les rites de passage, les transitions de vie à trépas. Elle relie les deux mondes, traversant quelquefois le miroir des rêves, allant jusqu'à atteindre les dimensions insoupçonnées de la bonté inconditionnelle et infinie.